Notre époque est pleine de progrès technologiques époustouflants. Des ingénieurs sont capables de poser un robot tout-terrain sur Mars. Des physiciens explorent jusqu'à la structure même de la matière. Et nous pouvons communiquer sans fil grâce à un réseau qui couvre quasiment toute la planète. Mais derrière toutes ces merveilles des temps modernes se cache quelque chose de complexe et mystérieusement puissant. On l'appelle parfois le langage de l'univers. Il s'agit sans doute de la plus grande découverte de toute la civilisation. Son nom, les mathématiques. Mais quelle en est la véritable origine? Et pourquoi s'applique-t-elle si bien à toutes les sciences? Albert Einstein lui-même s'est demandé comment il était possible que les mathématiques parviennent aussi bien à expliquer l'univers. Les mathématiques sont-elles seulement humaines? Il ne semble pas y avoir de limite aux capacités de calcul des animaux. Et sont-elles la clé du cosmos? Le monde qui nous entoure n'a pas seulement certaines propriétés mathématiques. Il n'est fait que de ça. Voici le grand mystère des mathématiques. De tout temps, les êtres humains ont recherché dans la nature des motifs, des schémas récurrents, des cycles. Il y a très longtemps, en observant les étoiles, nous avons découvert des figures que nous avons appelées constellations. Certains vont jusqu'à croire que ces constellations influent sur notre destin. Nous avons vu le jour laisser place à la nuit, et vice-versa. Nous avons aussi observé la succession des saisons, et avons appelé ce cycle le temps. Nous percevons des symétries dans le corps humain, comme dans les rayures du tigre. Nous reproduisons ces divers motifs dans nos créations, aussi bien dans les œuvres d'art que dans l'architecture de nos villes. Mais que nous enseigne-t-il au juste? Pourquoi la spirale d'une coquille de nautile est-elle aussi semblable à celle que forme une galaxie? Ou encore à la spirale qui apparaît quand on coupe un chou? Les scientifiques qui tentent de comprendre les motifs inscrits dans notre monde se tournent souvent vers un outil extrêmement puissant, les mathématiques. Ils quantifient leurs observations et utilisent des procédés mathématiques pour les étudier, dans l'espoir de découvrir les causes sous-jacentes de ces régularités présentes dans la nature. Ils ont ainsi pu révéler le secret des orbites elliptiques des planètes, tout comme celui des ondes électromagnétiques qui relient nos téléphones portables. Les mathématiques ont même guidé les chercheurs vers la découverte des particules subatomiques qui constituent la matière. Dès lors, on peut se demander pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? La réalité possède-t-elle une nature mathématique inhérente ou les mathématiques sont-elles seulement le produit de notre cerveau? Mario Livio est astrophysicien et il cherche la réponse à ces interrogations. Il étudie les liens profonds et souvent mystérieux qui existent entre les mathématiques et le monde. Dans la nature, les nombres sont omniprésents. Prenez les fleurs, par exemple. Il y a beaucoup de fleurs qui ont 3 pétales, comme celle-ci, ou 5, comme celle-là. Certaines en ont 34, d'autres 55. Eh bien, ces nombres se retrouvent très souvent. Ces nombres pourraient paraître aléatoires, mais ils appartiennent tous à ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, une suite de nombres entiers qui a été introduite par un mathématicien du XIIIe siècle. On commence par les nombres 1 et 1. Et à partir de là, on ajoute à chaque fois les 2 derniers nombres. Donc 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, et ainsi de suite. 8 siècles plus tard, cette suite a priori arbitraire fascine de nombreux chercheurs, qui voient une explication à des manifestations aussi diverses que la beauté humaine ou les fluctuations de la bourse. Et si rien n'a été prouvé, il faut reconnaître que l'évolution affiche une étrange préférence pour ces nombres.
Cette suite apparaît fréquemment dans la nature. La suite de Fibonacci s'applique au nombre de pétales des fleurs, en particulier des pâquerettes. Mais ce n'est pas tout. Statistiquement, les nombres de Fibonacci apparaissent très souvent en botanique. Par exemple, si on observe la base d'une pomme de pin, on distingue des spirales formées par les écailles. Si on compte ces spirales, on obtient généralement un nombre de Fibonacci. Puis, si on compte les spirales dans le sens inverse, on trouve un nombre de Fibonacci adjacent. Il en va de même pour les graines du tournesol. Elles forment deux séries de spirales. Et si on les compte dans chaque direction, on obtient à chaque fois un nombre de Fibonacci. Bien qu'il existe des théories pour expliquer l'omniprésence de ces nombres en botanique, ce phénomène pose tout de même des questions troublantes. Les plantes connaissent-elles les maths? La réponse la plus rapide à cette question est non. Elles n'ont pas besoin de connaître les maths. D'une façon très simple et géométrique, elles ont mis au point une petite machine qui, dans de très nombreux cas, produit la suite de Fibonacci. Les liens énigmatiques entre le monde physique et les mathématiques ont des racines très profondes. Quiconque a fait un peu de géométrie connaît le nombre pi. Il exprime le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre. La séquence de ces décimales se poursuit à l'infini, sans aucune périodicité. En 2013, elle a été calculée jusqu'à 12 100 milliards de décimales. Et pourtant, le nombre pi est loin de se limiter à ça. Pi apparaît dans une myriade d'autres phénomènes qui n'ont, du moins à première vue, rien à voir avec les cercles. On le retrouve notamment dans la théorie des probabilités. Prenons une aiguille dont la longueur est égale à la distance qui sépare les lignes sur cette feuille de papier. Admettons que je laisse tomber cette aiguille sur la feuille. Parfois, en tombant, l'aiguille chevauche une ligne. Et parfois, elle tombe entre les lignes. Or, il s'avère que la probabilité de voir tomber l'aiguille à cheval sur une ligne est d'exactement 2 sur pi, soit environ 64%. Ça signifie qu'en principe, je pourrais laisser tomber cette aiguille des millions de fois, compter les fois où elle chevauche une ligne et les fois où ce n'est pas le cas. Et je finirai par être en mesure de calculer le nombre pi, alors qu'il n'y a pas ici le moindre cercle, pas le moindre diamètre, ni rien de tout cela. C'est incroyable. Puisque pi met en rapport une figure ronde, un cercle, avec une ligne droite, son diamètre, il peut apparaître dans les endroits les plus incongrus. Certains le voient jusque dans les méandres des cours d'eau. La longueur d'un fleuve, avec toutes les boucles qu'il décrit de sa source jusqu'à son embouchure, comparée à la même distance en ligne droite, semble correspondre en moyenne au nombre pi. Presque toutes les modélisations impliquant des ondes font appel au nombre pi. C'est valable pour la lumière et pour le son. Pi détermine quelles couleurs doivent apparaître dans un arc-en-ciel et quel son doit produire le do central sur un piano. Pi se retrouve dans les pommes, à travers la forme sphérique que produit la croissance des cellules, mais aussi dans l'éclat d'une supernova. Un auteur a trouvé une image éloquente. C'est comme apercevoir pi sur une multitude de sommets qui émergent d'une vallée embrumée. Nous savons qu'il existe une façon de tous les relier, mais elle ne saute pas forcément aux yeux. Le nombre pi n'est qu'un exemple d'un vaste réseau mathématique qui semble révéler un ordre fondamental de notre monde. Max Tegmark, physicien au MIT, pense savoir pourquoi. Il voit des similarités entre notre monde et celui d'un jeu vidéo. Si j'étais un personnage d'un jeu vidéo doté d'une conscience et que je me mette à explorer le monde de ce jeu, j'aurais sûrement l'impression d'être entouré d'objets solides, faits de matière concrète.
Mais si je me mettais à étudier, en physicien curieux que je suis, les propriétés de ce monde, les équations qui font se mouvoir les choses ou qui confèrent à la matière ses propriétés, je finirais par découvrir que toutes ces propriétés sont en fait mathématiques. Ce sont les propriétés mathématiques que le programmeur a inscrites dans le logiciel. Dans un jeu vidéo, les lois de la physique, par exemple la façon dont un objet flotte, rebondit ou tombe, ne sont que des règles mathématiques créées par un programmeur. En fin de compte, l'univers d'un jeu vidéo se résume à des nombres et à des équations. C'est exactement ce que je perçois dans cette réalité en tant que physicien. Plus j'étudie les choses qui semblent a priori non mathématiques, comme mon bras ou ma main, plus elles se révèlent mathématiques. Se pourrait-il que notre monde soit tout aussi mathématique que la réalité d'un jeu vidéo? Pour Max Tegmark, le monde informatique d'un jeu n'est pas si éloigné du monde physique dans lequel nous vivons. Il estime que si les mathématiques fonctionnent aussi bien pour décrire la réalité, c'est parce qu'au fond, la réalité n'est que mathématique. Beaucoup de mes collègues physiciens disent que les mathématiques décrivent grosso modo notre réalité physique. Personnellement, je vais plus loin en affirmant que les mathématiques constituent notre réalité physique. Mon argument est le suivant. Le monde qui nous entoure n'a pas seulement certaines propriétés mathématiques. Il n'est fait que de ça. Selon le physicien, notre réalité physique est un peu comme une photo numérique. La photographie ressemble à l'étang, mais au fur et à mesure qu'on zoome dessus, on s'aperçoit qu'elle est en fait constituée d'un damier de pixels, chacun représenté par 3 nombres qui indiquent la quantité de rouge, de vert et de bleu. Bien que l'univers soit immense et complexe, d'où la multitude de nombres nécessaires à sa description, Max Tegmark considère que sa structure mathématique sous-jacente est étonnamment simple. Elle ne serait constituée que de 32 nombres, de certaines constantes, comme la masse des particules élémentaires, et de quelques équations mathématiques utiles, les lois fondamentales de la physique. Le tout tient sur un seul pan de mur, mais il reste encore quelques points d'interrogation. Même si on ne sait pas exactement ce qui va se retrouver dans ce cadre, je suis intimement convaincu que ce seront des équations mathématiques et que tout est fondamentalement mathématique. Cette idée selon laquelle les mathématiques ne décrivent pas seulement la réalité, mais en constituent l'essence même, rappelle le film Matrix. Aussi révolutionnaire qu'elle puisse sembler, elle est profondément enracinée dans l'histoire. Elle remonte à l'Antiquité grecque, à l'époque du philosophe et penseur mystique Pythagore. Ce dernier s'intéressait notamment aux affinités entre les mathématiques et la musique. Aujourd'hui, cette même relation fait vibrer toute l'œuvre d'Esperanza Spalding, une musicienne de jazz reconnue qui a étudié la théorie de la musique et y voit un rapport évident avec les mathématiques. J'adore les maths. Et ce qui me plaît dans les maths, je le retrouve aussi dans la musique. Au début, on ne fait qu'apprendre de petites équations, mais on a déjà un rapport viscéral avec le produit de ces équations, à savoir le son, la musique, l'harmonie et toutes ces belles choses. Je suis bien meilleure en musique qu'en maths, mais j'ai une passion pour les maths. Les deux demandent autant de boulot. Pour les deux, il faut se remuer les méninges. Il faut se remuer les méninges. Les Grecs anciens avaient identifié 3 types de relations entre les notes comme très agréables à l'oreille. On les dénomme aujourd'hui l'octave, la quinte et la quarte. L'octave, c'est facile à mémoriser. Ce sont les 2 premières notes de Over the Rainbow. C'est une octave. Une quinte, ça donne ça. Ou les 2 premières notes de... Et une quarte, ça fait... Comme les 2 premières notes de la marche nuptiale de Wagner.
Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore aurait découvert que ces rapports musicaux harmonieux correspondaient en fait à des rapports mathématiques, et ce, en mesurant la longueur des cordes vibrantes. Dans le cas de l'octave, la longueur de corde crée un rapport de 2/1. Pour la quinte, le ratio est de 3/2. Et pour la quarte, il est de 4/3. Quand on découvre un schéma commun à tous les sons, il y a de quoi s'interroger. Si ça existe pour le son, et si c'est une vérité universelle pour tous les sons, alors ce rapport existe peut-être dans tous les autres domaines, n'est-ce pas? Les pythagoriciens avaient pour les nombres une véritable vénération. Le fait que de simples rapports puissent produire des sons harmonieux était la preuve d'un ordre occulte du monde naturel. Et cet ordre était fait de nombres. Il s'agit là d'une conception révolutionnaire que les mathématiciens et les autres scientifiques contemporains continuent d'explorer. En fait, quantité d'autres phénomènes physiques obéissent à des rapports simples. Le rapport de 2/1 entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène qui composent l'eau. Le rapport de 1/1 qui correspond au nombre de fois que la Lune tourne autour de la Terre par rapport à sa propre rotation. Ou le rapport de 3/2 qui décrit le fait que Mercure tourne 3 fois sur elle-même quand elle parcourt 2 fois son orbite autour du Soleil. Dans la Grèce antique, Pythagore et ses disciples ont eu une profonde influence sur un autre philosophe grec, Platon, dont les thèses trouvent encore un puissant écho aujourd'hui, notamment parmi les mathématiciens. Platon était convaincu que la géométrie et les mathématiques avaient leur existence propre dans le monde des idées. Quand on dessine un cercle sur une feuille de papier, il ne s'agit pas du vrai cercle. Le vrai cercle se trouve dans le monde des idées. Ce n'est donc qu'une approximation du vrai cercle, et il en va de même pour toutes les autres figures. Platon avait une passion pour ces 5 polyèdres qu'on appelle aujourd'hui les solides de Platon. Il a établi une équivalence entre chacun de ces solides et chaque élément constitutif du monde tel qu'il le voyait. Le cube, le plus stable des 5, représentait la Terre. Le tétraèdre, avec ses angles pointus, était le feu. L'octaèdre, aux lignes dynamiques, symbolisait l'air. Quant à l'icosaèdre, doté de 20 faces, il correspondait à l'eau. Pour finir, le dodécaèdre était le solide qui symbolisait le cosmos dans son ensemble. Les formes mathématiques de Platon étaient donc la version idéale de la réalité qui nous entourait, et elles existaient dans leur propre monde. Même si l'on peut trouver farfelue l'idée que les mathématiques existent dans un monde à part, depuis lequel elles façonneraient le monde visible, c'est une conception dont beaucoup de scientifiques se sentent proches, aujourd'hui encore. Ils ont l'impression, en faisant des maths, de découvrir quelque chose qui existe déjà. Dans mon expérience de mathématicienne, les maths relèvent de la découverte. Pour moi, il existe quelque chose que j'essaie de trouver, de comprendre et de toucher. Moi qui ai eu la chance de faire des découvertes mathématiques, j'ai toujours eu l'impression qu'il existait quelque chose avant que je le trouve. Je dirais que les maths, c'est plus une découverte qu'une invention. Je suis convaincue qu'une réalité correspond à ce que nous étudions en mathématiques. Quand nous faisons bien notre travail, nous découvrons quelque chose sur la façon dont notre cerveau fonctionne en interaction avec le monde. Mon métier consiste à ça. J'arrive au bureau, je m'assieds devant mon tableau blanc et je tente de comprendre cette réalité qui existe quelque part. De temps en temps, j'en découvre une nouvelle partie. Voilà. Pour beaucoup de mathématiciens, les mathématiques sont perçues comme une série de découvertes plutôt que d'inventions. Mais est-ce seulement une impression? Est-il possible que les mathématiques soient un pur produit du cerveau humain? Voici Sham, un véritable génie des maths. 800 on the SAT math. That's pretty good. And you took it when you were how old? 11. 11. Wow, that's like a perfect score. D'où vient le talent de Sham pour les maths? Il est en fait possible de localiser son origine et tout se trouve dans sa tête. Grâce à l'IRM,
les scientifiques peuvent visualiser le cerveau de Cham pendant qu'il répond à des questions mathématiques. Ils voient ainsi quelles zones sont plus irriguées, signe qu'elles sont particulièrement sollicitées. Sur les images du cerveau de Cham, les lobes pariétaux affichent un rouge très vif. Il se sert des zones pariétales pour déterminer ses relations mathématiques. C'est très souvent le cas chez les sujets doués pour les maths. Lors d'expériences similaires à celle à laquelle s'est prêté Cham, on a constaté chez des élèves bons en maths une activation neuronale 5 à 6 fois plus forte dans ces zones du cerveau que chez la moyenne des élèves. Mais est-ce le résultat de l'enseignement associé à un entraînement intense? Ou bien les fondements des mathématiques sont-ils inscrits dans notre cerveau dès le départ? Des scientifiques cherchent à répondre à ces questions ici, au Centre d'études des Lémuriens de l'Université Duke, un sanctuaire d'une trentaine d'hectares situé en Caroline du Nord. C'est le plus grand refuge au monde pour les lémuriens rares et menacés. Comme tous les primates, les lémuriens sont des cousins des humains par le biais d'un ancêtre commun qui a vécu il y a pas moins de 65 millions d'années. Les chercheurs pensent que les lémuriens partagent de nombreuses caractéristiques avec ce primate primitif, ce qui fait d'eux une petite fenêtre ouverte sur nos origines. Liz Brannon, professeure à l'université Duke, étudie la capacité des lémuriens comme Therese à comparer des quantités différentes. Beaucoup d'espèces d'animaux choisissent la quantité de nourriture la plus importante. Alors que fait Therese? Que font tous ces animaux quand ils comparent deux quantités? On sait déjà qu'ils n'utilisent ni étiquette verbale ni symbole. Reste à déterminer s'ils peuvent vraiment avoir recours au nombre et purement au nombre comme indice. Pour tester la faculté de Therese à distinguer des quantités, on lui a appris à utiliser un écran tactile. Le carré rouge indique le début de la partie. S'il le touche avec son museau, apparaissent alors deux carrés contenant un nombre différent d'objets. Therese sait d'expérience qu'en choisissant le carré contenant le plus petit nombre, il obtient une récompense, une pastille de sucre. Alors qu'en cas de mauvaise réponse, nous devons veiller à ce qu'il soit attentif au nombre et à rien d'autre. Afin de s'assurer que l'animal réagit bien au nombre d'objets et à aucun autre paramètre, la chercheuse fait varier la taille, la couleur et la forme des objets présentés. Après avoir répété l'expérience des milliers de fois, elle a démontré que les lémuriens et les macaques rhésus pouvaient apprendre à choisir la bonne réponse. Ce qui est sûr, c'est que Therese ne dispose ni du langage, ni de symboles pour les nombres. Alors est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il fait comme les enfants quand ils récitent les nombres 1, 2, 3? Non. Pourtant, il semble bel et bien se montrer attentif au concept tout à fait abstrait que représente un nombre. Les lémuriens et les macaques rhésus ne sont pas les seuls animaux dotés de cette perception primitive des nombres. Les rats, les pigeons, les poissons, les ratons laveurs, les insectes, les chevaux et les éléphants montrent tous une réceptivité à la quantité. C'est aussi le cas des nourrissons chez l'être humain. Dans son laboratoire, Liz Brannon a étudié le comportement de bébés âgés de seulement 6 mois. Ils regardent plus longtemps un écran où le nombre d'objets change, à condition que ce changement soit assez évident pour attirer leur attention. Liz Brannon a aussi fait participer des étudiants. Elle leur a demandé de ne pas compter, mais de répondre le plus vite possible à un test de comparaison de quantité sur écran tactile. Leurs résultats se sont révélés presque identiques à ceux des lémuriens et des macaques rhésus. En fait, il y a des sujets humains moins doués que nos singes et d'autres qui le sont bien plus. Il y a donc une grande disparité dans les capacités humaines, mais en moyenne, on obtient un résultat très proche de celui du singe. Même sans avoir reçu d'enseignement mathématique, même sans avoir appris de mots ou de symboles correspondant au nombre,
nous aurions toujours une perception primitive des nombres. Cette capacité innée à distinguer les nombres semble être fondamentale, et sans elle, nous serions très probablement incapables de concevoir l'idée même de mathématiques symboliques. Les éléments constitutifs des mathématiques sont donc peut-être préprogrammés dans notre cerveau et font partie de l'éventail d'outils nécessaires à notre survie, comme notre capacité à reconnaître des motifs ou encore notre perception du temps. Et c'est à partir de ces fondations que nous avons su bâtir l'une des plus grandes inventions de la culture humaine, les mathématiques. Mais l'énigme reste entière. Si tout ça, c'est seulement dans notre tête, alors comment expliquer que les maths soient aussi efficaces? À travers la science, la technologie et l'ingénierie, elles ont transformé la planète et nous ont même permis de découvrir un autre monde. C'est justement ce qui occupe les ingénieurs de ce centre de la NASA, situé à Pasadena, en Californie. En 2012, ils ont posé un robot tout-terrain sur Mars. Adam Stelzner a dirigé l'équipe d'ingénieurs qui a conçu le système d'atterrissage. Leur travail reposait sur une découverte révolutionnaire qui remonte à la Renaissance. Celle qui a fait des mathématiques le langage de la science. La loi de la chute des corps. Le philosophe grec Aristote enseignait que les objets lourds tombaient plus vite que les objets plus légers. C'est une idée qui, du moins en surface, semble logique, y compris sur cette surface qui est une reconstitution du sol de Mars et où sont réalisés les essais grandeur nature des véhicules robotisés. Le raisonnement d'Aristote était le suivant. La vitesse de chute des objets est proportionnelle à leur poids. Ça paraît sensé. Tellement sensé que cette conception a perduré pendant près de 2000 ans, jusqu'à ce qu'elle soit remise en cause à la fin du XVIe siècle par le mathématicien italien Galilée. Galilée aurait lâché 2 boulets de canon de poids différents depuis la tour de Pise. Ok, on n'est pas à Pise et on n'a pas de boulet de canon, mais on a une boule de bowling et une balle en caoutchouc. Faisons-les. On va commencer par la boule de bowling. 15 livres, soit environ 7 kilos. Et la balle en caoutchouc, 100 grammes, soit 70 fois moins. Faisons-les tomber. D'après Aristote, la boule de bowling devrait tomber plus de 70 fois plus vite que la balle en caoutchouc. Elle semble tomber à la même vitesse. Mais c'est un peu court comme chute. On devrait peut-être essayer de plus haut. Ed se trouve à plus de 6 mètres au-dessus de nous. Voyons si les boules tombent toujours à la même vitesse. Prêt? 3, 2, 1, lâche-les! Galilée avait raison. Aristote, désolé mon gars. L'expérience de la plume et du marteau est trompeuse à cause de la résistance de l'air. La démonstration en a été faite sur la Lune où il n'y a pas d'air. Ces images ont été tournées en 1971 lors de la mission Apollo 15. Petite balle, ballon de foot. Contre toute attente, pastèque. Si l'on retire l'air de l'équation, tout tombe à la même vitesse. Y compris Aristote. Mais ce qui intéressait le plus Galilée, c'est le fait qu'un objet jeté d'une hauteur donnée ne mettait pas 2 fois plus longtemps pour tomber de 2 fois plus haut. L'objet accélérait. Mais comment mesurer ce phénomène? La chute est si rapide qu'on peut à peine l'observer.
Galilée a imaginé une solution ingénieuse. Il a construit une rampe. Un plan incliné dont le but était de ralentir le mouvement de chute afin qu'on puisse le mesurer. On va se servir de cette rampe pour déterminer la relation entre la distance et le temps. Pour le temps, je vais utiliser une unité arbitraire, un Galilée. Un Galilée. La longueur de rampe parcourue en un Galilée devient une unité de distance. Notre boule a parcouru une unité de distance en une unité de temps. Essayons maintenant de doubler la durée. Un Galilée, 2 Galilées. En 2 unités de temps, la boule a parcouru 4 unités de distance. Voyons cette fois jusqu'où elle va en 3 Galilées. 1 Galilée, 2 Galilées, 3 Galilées. En 3 unités de temps, la boule a parcouru 9 unités de distance. Nous y voilà. Il existe une relation mathématique entre le temps et la distance. La bonne idée qu'a eue Galilée a permis de démontrer que la chute des corps suivait des lois mathématiques. La distance parcourue par la boule est directement proportionnelle au carré de la durée. Cette relation mathématique, observée par Galilée, est une expression mathématique des lois physiques de notre univers. Bien que datant d'il y a plusieurs siècles, les observations de Galilée sur la chute des corps restent tout à fait pertinentes aujourd'hui. On peut utiliser la même expression mathématique pour comprendre comment les objets tombent verticalement sur Terre ou glissent sur une rampe. Cette relation nous a même servi à faire descendre le robot Curiosity jusqu'à la surface de Mars. Voilà le pouvoir des mathématiques. La découverte de Galilée a eu un profond retentissement. Les mathématiques pouvaient désormais être utilisées comme un outil pour découvrir toutes les règles cachées de notre monde. Galilée aura plus tard une formule restée célèbre: l'univers est écrit en langage mathématique. Les maths sont vraiment le langage grâce auquel nous comprenons l'univers. On ne sait pas pour quelles raisons les lois de la physique et l'univers suivent des modèles mathématiques, mais ça semble être le cas. Si Galilée a su écrire des lois de la science grâce à des équations mathématiques, c'est un autre homme, né l'année où Galilée est mort, qui a propulsé ce travail vers de nouvelles sphères, par-delà les cieux. Son nom était Isaac Newton. Il travaillait ici, au Trinity College de Cambridge, en Angleterre. Newton s'amusait à cultiver sa réputation de génie solitaire. Et là où je me trouve, près du terrain de boules de Trinity College, on racontait souvent qu'il déambulait dans les allées, perdu dans ses pensées, et qu'il dessinait des diagrammes mathématiques dans les graviers. Il paraît même que les responsables de l'université avaient pour ordre de ne pas le déranger, de ne pas faire ratisser les graviers après son passage, et ce pour éviter d'effacer par mégarde une découverte scientifique de premier plan. En 1687, Newton a publié un livre qui a fait date dans l'histoire de la science. De nos jours, il est connu sous le nom abrégé de Principia. Dans ces pages, Newton a compilé des observations faites partout dans le monde et il a utilisé les mathématiques pour les expliquer. Il s'est par exemple intéressé à une comète aperçue dans divers pays à l'automne 1680. Il a rassemblé des informations recueillies dans le monde entier afin de reconstituer la trajectoire de la comète. Ainsi, pour la journée du 19 novembre, il commence par une observation faite à Cambridge à 4h30 du matin par une jeune personne. Puis il en cite une autre, faite à 5h du matin à Boston, en Nouvelle-Angleterre. La méthode de Newton a consisté à accumuler des nombres fournis par des observateurs situés sur toute la planète dans le but de calculer avec une précision jamais atteinte auparavant la trajectoire d'une grande comète. La découverte la plus révolutionnaire de Newton était que la force qui propulsait la comète autour du Soleil
était la même que celle qui faisait retomber les boulets de canon par terre. Il s'agissait en fait de la force qui sous-tendait la loi de la chute des corps énoncée par Galilée. Cette même force qui maintenait les planètes sur leur orbite. Newton a nommé cette force la gravité et l'a décrite avec précision par une équation étonnamment simple qui explique comment deux masses s'attirent réciproquement, que ce soit ici sur Terre ou partout ailleurs dans l'immensité de l'univers. Le plus impressionnant, le plus spectaculaire, c'est qu'une seule et unique loi mathématique donne la clé du mouvement dans l'univers tout entier. Aujourd'hui, on peut même voir cette force à l'œuvre au-delà de la Voie lactée. This is a picture of two galaxies that are actually being drawn together in a merger. This is how galaxies build themselves. Yeah. Right. Mario Livio fait partie de l'équipe qui analyse les images du télescope spatial Hubble. Depuis 25 ans, les scientifiques ont recours à Hubble pour observer l'espace bien au-delà de notre système solaire et même au-delà des étoiles de notre galaxie. Ce télescope a permis de voir les lointains nuages de gaz qui forment les nébuleuses, ainsi qu'un grand nombre de galaxies en rotation dans l'univers à des milliards d'années-lumière de notre planète. Et ce que montrent ces images, c'est qu'à travers tout l'univers observable, aussi loin que le télescope puisse voir, la loi de la gravité s'applique toujours. Newton a écrit les lois de la gravité uniquement à partir de phénomènes qu'il avait pu constater sur Terre ou entre les planètes du système solaire. Or, ces mêmes lois s'appliquent à toutes ces galaxies lointaines et vont jusqu'à les façonner. Toutes leurs caractéristiques, que ce soit leur formation ou leur mouvement, sont régies par ces mêmes lois mathématiques. Quelques-uns des plus grands génies de l'humanité se sont étonnés de l'omniprésence des mathématiques dans l'univers. Einstein lui-même s'est demandé comment il était possible que les mathématiques, qu'il voyait comme le fruit de la pensée humaine, parviennent aussi bien à expliquer l'univers observable. Quant au prix Nobel de physique, Eugene Wigner, il a eu cette formule, la déraisonnable efficacité des mathématiques. Pour lui, le fait que les mathématiques puissent décrire si précisément l'univers, en particulier par les lois de la physique, est un cadeau que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. En physique, les exemples de cette déraisonnable efficacité ne manquent pas. Il y a près de 200 ans, lorsque la planète Uranus semblait dévier de son orbite prévue, les scientifiques ont fait confiance à leurs calculs mathématiques qui leur indiquaient qu'elle devait être attirée par une autre planète invisible. C'est ainsi qu'ils ont découvert Neptune. Les mathématiques avaient prédit l'existence d'une planète jusqu'alors inconnue. Si on formule une question correctement, les mathématiques donnent forcément la réponse. Imaginez que vous avez un assistant aux capacités bien supérieures aux vôtres. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, du moment que vous lui parlez correctement, il le fera. Et il vous conduira jusqu'à la vérité, jusqu'à la réponse finale. Les preuves de l'incroyable pouvoir prédictif des mathématiques se trouvent dans tout ce qui nous entoure. La télévision, la radio, les téléphones portables, les satellites, les babyphones, le Wi-Fi, les télécommandes de portes de garage, les GPS, et oui, peut-être même la télécommande de votre télé. Tous ces appareils utilisent des ondes d'énergie invisibles pour communiquer. Et personne ne savait qu'elles existaient avant les travaux de James Maxwell, un physicien et mathématicien écossais. Dans les années 1860, il a publié une série d'équations qui montraient que l'électricité et le magnétisme étaient liés, mais aussi que l'un pouvait générer l'autre et vice-versa. Ces équations contenaient aussi une prédiction étonnante. Ensemble, l'électricité et le magnétisme pourraient produire des ondes d'énergie se déplaçant dans l'espace à la vitesse de la lumière. Maxwell venait de prédire l'existence des ondes électromagnétiques.
La théorie de Maxwell nous a annoncé les ondes radio, les rayons X, autant de choses dont on n'avait pas connaissance à l'époque. Elle avait donc une portée extraordinaire. De nombreux chercheurs ont alors voulu trouver ces fameuses ondes. Une tentative sur laquelle sans doute peu auraient misé a eu lieu ici, dans le nord de l'Italie, dans le grenier de cette propriété familiale. Le jeune Guglielmo Marconi n'a alors que 20 ans. Il commence par générer une série d'étincelles. La décharge électrique crée un champ magnétique temporaire qui, à son tour, génère un champ électrique temporaire, qui crée un autre champ magnétique. L'énergie se déplace entre les deux champs, propageant une onde électromagnétique. Marconi parvient à faire fonctionner son système à l'intérieur de la pièce, mais très vite, il voit plus grand. En l'espace de quelques semaines, il érige une grande antenne à côté de la propriété. Elle doit amplifier les ondes en provenance de son générateur d'étincelles. Il demande ensuite à son frère et à un assistant d'aller installer un récepteur à l'autre bout de la propriété, sur l'autre versant de la colline. Les deux hommes partent avec un fusil qu'ils sont censés utiliser s'ils parviennent à recevoir le signal. Et l'expérience fonctionne. Le signal a été détecté par-delà la colline. Cette transmission réalisée sur une distance de plus de 2 km est un record. Moins de 10 ans plus tard, Marconi enverra des signaux radio d'un côté à l'autre de l'Atlantique. D'ailleurs, lors du naufrage du Titanic en 1912, c'est à lui qu'on devra d'avoir sauvé de nombreuses vies. C'est en effet son matériel embarqué qui a permis au signal de détresse d'être transmis. Grâce aux prédictions des équations de Maxwell, Marconi est parvenu à exploiter une part cachée de notre monde, ouvrant ainsi la voie à l'ère des communications sans fil. Depuis Maxwell et Marconi, le pouvoir prédictif des mathématiques n'a fait que se confirmer, en particulier dans le monde de la physique. Il y a 100 ans, nous avions à peine découvert l'existence de l'atome. Il a fallu de nombreuses expériences pour révéler ses éléments constitutifs, l'électron, le proton et le neutron. Mais lorsque les physiciens ont voulu aller plus loin, ce sont les mathématiques qui leur ont permis de découvrir toute une gamme de particules élémentaires. Ces découvertes se poursuivent aujourd'hui ici, au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, dont le laboratoire est implanté près de Genève. Le CERN est surtout connu pour le LHC, un accélérateur de particules qui prend la forme d'un anneau de 27 km de circonférence, intégralement enterré. Ce projet, d'un budget de 10 milliards de dollars, dont la réalisation a demandé des décennies, avait un but largement médiatisé, à savoir la recherche de l'une des clés de voûte de l'univers. Une particule subatomique dont l'existence avait été prédite mathématiquement près de 50 ans plus tôt par Robert Brout et François Englert en Belgique et Peter Higgs en Écosse. Higgs a travaillé avec les équations de physique les plus récentes de son époque. Et au terme de calculs interminables, il a prédit que si on construisait une machine très sophistiquée pour faire entrer en collision des particules à une vitesse proche de celle de la lumière, on découvrirait une nouvelle particule, à condition que ces calculs soient exacts. La découverte du boson de Higgs serait la preuve de l'existence du champ de Higgs, une sorte de mélasse cosmique qui donne une masse à toute la matière. Au quotidien, cette masse correspond pour nous au poids des choses. Sans masse, toutes les particules se déplaceraient à la vitesse de la lumière et ne s'associeraient jamais pour former des atomes. Le champ de Higgs est d'ailleurs un concept tellement fondamental pour la physique que le boson de Higgs a été surnommé
la particule de Dieu. En 2012, des expériences menées au CERN ont confirmé l'existence du boson de Higgs. Ce qui a fait du travail de Peter Higgs et de ses confrères, des dizaines d'années auparavant, l'une des prédictions les plus remarquables de l'histoire. On a construit la machine et ça a marché. Higgs a été invité à Stockholm. Des théories mathématiques ont donc prédit de façon très précise l'existence possible de particules fondamentales de l'univers. Et aussi fou que cela puisse paraître, grâce à des expériences d'une ampleur incroyable, on est parvenu à observer ces particules qui avaient été prédites mathématiquement. Je trouve ça vraiment prodigieux. Pourquoi ça marche? Comment les mathématiques peuvent-elles être aussi puissantes? Les mathématiques sont-elles une vérité de la nature? Ou correspondent-elles plutôt à notre façon de percevoir la nature? Pour moi, c'est une énigme fascinante et je n'ai pas la réponse. En physique, les mathématiques ont connu un grand nombre de succès. Mais s'agit-il vraiment d'une efficacité déraisonnable? Tout le monde n'est pas de cet avis. C'est une illusion. Parce que selon moi, on a décidé de bâtir la physique à partir de connaissances et d'outils mathématiques hérités du passé. Et parmi tous les phénomènes à expliquer, on a fait le choix d'étudier des choses susceptibles de l'être grâce à ces outils. Mais il existe quantité d'autres phénomènes sur lesquels ces méthodes sont inefficaces. Du fait du succès des modèles mathématiques en physique, on a tôt fait de négliger les domaines où ils se montrent moins performants, comme les prévisions météorologiques. Les météorologues prévoient le temps pour la semaine à venir, mais rarement au-delà. Car dans les prévisions à plus long terme, les petites erreurs se retrouvent vite amplifiées. Le temps qu'il peut faire est une notion trop complexe pour être modélisée avec précision. Et ce n'est pas là le seul exemple. Il en va de même pour le comportement de l'eau en ébullition, les variations des cours de la bourse, les interactions des neurones à l'intérieur du cerveau, quasiment toute la psychologie humaine et une partie de la biologie. Les systèmes biologiques ou économiques sont très difficiles à modéliser avec les mathématiques. On a le plus grand mal avec ces domaines. Par conséquent, je ne pense pas que les maths soient d'une efficacité déraisonnable. Je les jugerais plutôt raisonnablement inefficaces. Personne n'a peut-être une conscience aussi aiguë du pouvoir et des limites des mathématiques que ceux qui s'en servent pour concevoir et fabriquer des objets, les ingénieurs. Dans leur travail, l'élégance des maths se heurte au fouillis de la réalité. Et c'est l'esprit pratique qui fait la différence. Les mathématiques, et en un sens les mathématiciens, c'est le domaine de l'absolu. Les ingénieurs, eux, c'est le domaine de l'approximatif. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est l'aspect pratique. C'est pour ça qu'il nous arrive souvent de faire des approximations ou de mettre certains termes dans les équations afin que les choses soient suffisamment simples pour correspondre à nos besoins. Bon nombre de nos chefs-d'œuvre d'ingénierie ont été construits en utilisant des raccourcis mathématiques, des équations simplifiées qui donnent un résultat approximatif. On a renoncé à la précision au profit de l'aspect pratique. Et pour les ingénieurs, approximatif, c'est déjà pas mal. C'est en tout cas suffisant pour aller sur Mars. Un ingénieur n'est pas payé pour faire les choses parfaitement, mais pour les faire juste assez bien pour que ça marche. De nombreux physiciens jugent troublante l'exactitude avec laquelle les mathématiques parviennent à révéler les secrets de l'univers, comme si cette science était inscrite au plus profond de la nature. Mais dans la pratique, les ingénieurs doivent sacrifier la précision des mathématiques afin qu'elles conservent leur utilité, comme s'il s'agissait plutôt d'un outil imparfait inventé par l'homme.
Alors, que sont les mathématiques? Une découverte parmi d'autres dans l'univers ou une invention très humaine? À moins qu'elle ne soit les deux. Mon avis sur les mathématiques, c'est qu'il s'agit d'un assemblage complexe d'inventions et de découvertes. Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple des nombres entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je crois qu'ils sont nés de l'observation de la nature. L'homme a remarqué qu'il avait 2 yeux, 2 seins, 2 mains, et ainsi de suite. Et avec le temps, il a extrait de toutes ces observations le nombre 2. D'après Mario Livio, le nombre 2 est un concept inventé, tout comme les autres entiers naturels. Mais par la suite, les gens se sont aperçus que ces nombres avaient toutes sortes de relations complexes. Il s'agissait alors de découvertes. On a inventé un concept, mais ensuite, on a découvert les relations entre ces différents concepts. Serait-ce donc ça la réponse? Que les maths ont été à la fois inventées et découvertes? C'est les deux à la fois. Certes, on a l'impression de découvrir une réalité préexistante, mais c'est aussi le fruit de notre nature créative. Nous avons beau avoir des pistes pour répondre à cette question, il est impossible de trancher. Au bout du compte, nous restons bel et bien confrontés au grand mystère des mathématiques.